Bonjour Nicolas Motis. Bonjour Jean-Philippe. Nicolas Motis, vous êtes professeur à l'école polytechnique, vous êtes administrateur du FIR, le Forum pour l'investissement responsable, vous êtes membre de la commission climat et finances durables de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Papier que vous avez publié dans Polytechnic Insights, qui m'a beaucoup intéressé. GameStop, la victoire illusoire de Main Street, sur Wall Street. C'est-à-dire, vous nous dites finalement, Wall Street always wins. Alors, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur cette affaire GameStop qui avait fait couler beaucoup d'encre? Alors, c'est une affaire qui remonte à 2021, donc qui a 2 ans maintenant, mais qui est une affaire assez intéressante où un certain nombre de petits porteurs, comme on dit, de petits épargnants, s'étaient coalisés via des réseaux sociaux, donc le réseau Reddit en particulier, pour faire tomber des spéculateurs qui avaient parié sur la chute d'une entreprise, donc GameStop, en faisant ce qu'on appelle de la vente à découvert. C'est-à-dire qu'ils avaient vendu des titres sans les posséder, mais en pariant sur le fait que le cours de l'entreprise allait baisser. Et donc, ils s'attendaient à encaisser le décalage entre le prix à l'instant T et le prix à T plus 1, 2, 3. Et en fait, cette entreprise GameStop est une entreprise de distribution de jeux vidéo qui a tout un réseau de joueurs. Et les joueurs se sont dit à un moment donné, non, c'est pas possible, on peut pas laisser Wall Street dépecer notre joujou. On va se coaliser via des plateformes qui permettent de passer des ordres très rapidement. Et puis, on va faire tomber les spéculateurs. Alors, ils ont en partie réussi à faire mordre la poussière aux spéculateurs qui ont perdu quelques milliards. Mais à la fin, pour résumer l'histoire, ils ont quand même perdu parce que les spéculateurs ont récupéré leur mise bien plus tard et de nombreux petits porteurs qui avaient joué ont perdu ce qu'ils avaient misé. Donc Wall Street comme dans beaucoup de cas, a une fois de plus gagné. Alors, évidemment, c'était vraiment une belle histoire. Hein. On l'avait suivi un peu. Il y avait une sorte d'euphorie générale. On va enfin faire tomber le loup de Wall Street. C'était une belle histoire. Finalement, ça se révèle ne pas être une si belle histoire comme ça. Mais c'est aussi le symptôme de sujets plus profonds. J'évoquais la commission climat et finances durables. Les critères ESG. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un peu le grand retournement. Là, hein. Oui, il y a un mouvement de balancier en arrière qui illustre une fois de plus à la fois la force des marchés financiers et puis le dogme en fait qui gouverne les marchés financiers américains. Et donc, il y a effectivement beaucoup de débats aujourd'hui et de critiques sur ce qu'on appelle les critères ESG, donc la prise en compte par les investisseurs de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui n'étaient pas du tout dans le paysage anglo-saxon jusqu'à peu, qui sont devenus très à la mode depuis quelques années avec la montée de la finance durable. Et puis là, on a le retour de balancier avec soit des grands investisseurs, soit des États, notamment des États républicains. Il y a une dimension politique aussi dans ce retour de balancier qui associe l'ESG au wokisme, à des comportements qui ne sont pas du tout en phase avec la finance et qui rejettent le concept de façon assez violente. Donc c'est un mouvement qui se passe aujourd'hui et ce qui structure les marchés financiers fondamentalement aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les fiduciary duties, qui sont très importantes, qui expliquent en fait le comportement de beaucoup d'acteurs. Pour faire simple, les fiduciary duties, en fait, c'est l'obligation, si vous êtes un gérant d'actifs, d'optimiser d'abord et avant tout la performance financière des fonds qui vous sont confiés. Bien sûr. Et donc c'est venu percuter pendant longtemps les critères ESG. Ça a été un peu contrebalancé parce que beaucoup de travaux de recherche ont montré qu'on pouvait faire les deux, à la fois tenir compte des critères ESG et puis optimiser la performance financière. Et puis plus récemment, il y a eu quelques effets de backlash, comme on dit, de retour un peu violent sur la performance, notamment du fait de la crise sur les marchés de l'énergie où des grands groupes de l'énergie ont assuré des performances financières très fortes et n'étant pas intégrés dans certains fonds ESG, ont dégradé la performance de ces fonds. Et donc du coup, certains acteurs en ont profité pour dire non, ESG, c'est pas bon pour la performance, il faut revenir à la base qui est on gère la performance financière. Greed is good. Greed is good et greed est au cœur, donc l'avidité est au cœur de la régulation des marchés. Donc s'il y a des critères environnementaux, sociaux à prendre en compte, c'est pas au marché de le faire, c'est à d'autres acteurs de la société, États, consommateurs et autres, mais les investisseurs, les actionnaires, ils doivent maximiser la performance financière d'abord et avant tout. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des questions de retraite aussi en jeu aux États-Unis. Et donc, voilà, on n'est pas du tout dans le contexte ni européen ni français de ce point de vue. Très différent, et certains fonds de pension ont même explicitement indiqué qu'ils demandaient vraiment la performance financière d'abord et avant tout. Après, s'il pouvait y avoir un peu de ça serait pas mal, mais n'oublions pas la performance financière. Ça a été un point très financière. important. Question évidemment qu'on se pose, est-ce qu'il y a ce même risque de retour de manivelle en Europe? Alors, il est beaucoup moins fort en Europe, il est beaucoup moins présent déjà dans le débat public parce que les clivages politiques autour des sujets environnementaux sociaux sont assez différents. Et puis, on a en Europe continentale, là je parle d'Europe continentale, donc France, Allemagne, une vision des marchés qui est beaucoup plus nuancée,
avec un rôle des parties prenantes qui est plus important qu'aux États-Unis. Et on a aussi en Europe une conviction qui est assez particulière, qu'on appelle notamment la double matérialité, qui est un sujet clé dans la finance durable. L'idée, c'est de prendre en compte à la fois les effets qu'ont les entreprises sur la société en général, ce qui n'est pas du tout intégré dans le modèle américain, pour faire simple, et de prendre bien sûr en compte les effets de l'environnement et du climat sur la société, ce qui est très au cœur du modèle américain. Dans le modèle américain, on intègre les critères ESG au sens où ils peuvent avoir un impact sur le business model des firmes et donc toucher la valeur des portefeuilles. En Europe, on regarde les choses sur deux dimensions, les effets de l'entreprise sur la société, les effets de la société sur l'entreprise. Du coup, structurellement, on n'a pas du tout la même vision des relations entre investisseurs et entreprises. Et le poids des fiduciary duties que j'évoquais auparavant est beaucoup plus faible en Europe, même s'il est quand même présent. Vous l'avez rappelé, ça renvoie aussi à des lignes de fracture politique. Très fortes. On regardera avec beaucoup d'attention l'élection américaine de 2024, pour voir si c'est plutôt Main Street ou Wall Street qui l'emporte. On verra. Je ne ferai pas le pari aujourd'hui, mais les tendances sont très très longues sur les différentes zones, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, donc on verra. En tout cas, toujours garder à l'esprit cette idée qu'aux États-Unis, c'est pas l'Europe, et qu'on est vraiment sur des visions potentiellement très divergentes. Très différentes. Après, très différentes. Les critères ESG sont quand même pris en compte, mais par d'autres mécanismes, l'État fédéral, les collectivités, l'innovation. En Europe, on va le prendre en compte un peu différemment. Et donc, on n'est pas sur les mêmes modes de production d'équilibre au sens général. Merci Nicolas Motis. Merci.